Depuis sa formation, notre planète ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé les continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques qui sont devenus des montagnes grandioses. Ces mouvements, à la surface de la Terre, se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de séismes ou de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, déplace les océans et peut même influencer le monde vivant. L'Amérique centrale et les Caraïbes sont composées d'une fine bande de terre et d'une multitude d'îles dispersées dans les eaux turquoises. Ces paysages somptueux sont le fruit d'une histoire géologique tourmentée. Prise en étau entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, la région est depuis toujours soumise à des forces colossales. Aujourd'hui encore, ce paradis tropical vit sous la menace permanente d'un séisme ou d'une éruption volcanique. Depuis les flancs des volcans jusqu'aux profondeurs de la mer, des territoires isolés jusqu'au cœur des villes sinistrées, des scientifiques tentent de mieux comprendre l'histoire de ce territoire, qui se transforme au gré des humeurs de la Terre et de l'incessante valse des continents. À cheval entre mer et montagne, l'Amérique centrale arbore des paysages d'une diversité exceptionnelle. À l'est, la mer des Caraïbes, parsemée de nombreux archipels, fait face à l'océan Atlantique. À l'ouest, un mince ruban de terre s'étend du Mexique jusqu'au nord de la Colombie et ouvre sur l'océan Pacifique. L'histoire de cette région est unique dans l'épopée de la planète Terre. Tandis que la plupart des continents sont âgés de plusieurs milliards d'années, l'Amérique centrale, elle, est beaucoup plus jeune. Elle est née dans les profondeurs de la mer il y a seulement 150 millions d'années. Comprendre dans leurs moindres détails toutes les étapes de la formation de ce territoire, c'est l'objectif de Thierry Calmu, chercheur à l'Institut de géologie de l'Université autonome du Mexique. Son terrain d'enquête se trouve au nord du Mexique, non loin de la ville d'Hermosillo, capitale de l'État du Sonora. Nous sommes au cœur de la Sierra Madre occidentale, une chaîne de montagnes traversant le pays sur plus de 1000 km. Ces sommets sont les vestiges des premiers instants de la création de l'Ouest mexicain. Il y a environ 200 millions d'années, les futures Amériques du Nord et Amérique du Sud entament une longue dérive vers l'ouest. Elles percutent ainsi une plaque océanique, ancêtre de l'océan Pacifique. Baptisée plaque Farallon, cette dernière commence alors à disparaître dans les profondeurs du manteau terrestre. Cette fameuse plaque Farallon s'est enfoncée progressivement depuis 200 millions d'années jusqu'à environ 20 millions d'années sous la plaque d'Amérique du Nord et sous la plaque d'Amérique du Sud. Alors, cette subduction a provoqué des phénomènes magmatiques, plutonisme, c'est-à-dire intrusion de roches magmatiques en profondeur, et volcanisme, c'est-à-dire roches magmatiques qui arrivent à la surface. C'est le cas ici dans la Sierra Madre occidentale. Nous avons ici un relief parfaitement typique lié à ce phénomène de subduction. Thierry Calmu est à la recherche des derniers vestiges de la plaque Farallon, aujourd'hui presque totalement disparue. Il se rend à la mine de la Caridad,
l'une des plus importantes mines de cuivre de la planète. Ici, la montagne a été éventrée sur des milliers de mètres carrés. Pour le chercheur, les roches mises à nu se transforment en un livre ouvert sur le passé. Alors on est là pour une raison bien simple. Les plaques disparaissent. Et la plaque pharaïonne, le gros de la plaque pharaïonne a disparu en subduction. Heureusement, on a des témoins. On a des témoins, comme les volcans actuels sont des témoins des subductions actuelles, on a des témoins de cette subduction ancienne qui s'est déroulée depuis 200 millions d'années jusqu'à il y a 20 millions d'années à peu près. Et parmi ces témoins, on a justement les mines de cuivre qui sont liées au magmatisme qui est associé à la subduction de la plaque pharaïonne. Le cuivre de la Caridade est en fait directement issu du plancher océanique qui composait la plaque Farallon. Lorsque cette dernière s'est enfoncée sous la plaque nord-américaine, le précieux minerai a été emporté par l'eau et le magma, puis est remonté à l'intérieur des fissures de la croûte continentale. Ce gisement est donc le résultat direct de la collision d'autrefois. En multipliant les prélèvements, Thierry Calmu et son équipe espèrent ainsi mieux connaître les infimes mouvements qui ont animé la région il y a des millions d'années. En disparaissant, la plaque Farallon a amorcé la construction de l'Amérique centrale. Elle a aussi laissé la place à une autre plaque océanique située juste derrière elle, la plaque Pacifique. Et il y a 150 millions d'années, un événement majeur se produit justement au cœur de cet océan, la naissance de la plaque Caraïbe. Les traces de ce phénomène se trouvent aujourd'hui au cœur de l'archipel des Antilles, sur la petite île de la Désirade. Ici, les vagues de la mer des Caraïbes viennent se briser sur un littoral au contour déchiqueté. Partout, les plages sont parsemées de pierres volcaniques et de gigantesques dômes de basalte. Ce paysage tourmenté est le terrain d'enquête des géologues français Luc Legendre et François Michel. Ensemble, ils étudient les indices de la formation de la plaque Caraïbe. Voilà les fameux tubes volcaniques. Ah là, on a des magnifiques... des pilots lava comme on n'en fait plus. Donc pilot lava, c'est un terme anglo-saxon, hein, mais c'est aussi bien de parler de coussins de lave. Et ces coussins de lave, ils se sont formés au fond de l'océan, à 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur, sous une pression d'eau froide. On voit là le pédoncule, on imagine la lave qui sort, elle est chaude, elle est à 1000, 1200 degrés, et elle va faire cette bulle et refroidir très rapidement. D'ailleurs, on observe parfaitement là autour une espèce de cortex, une espèce d'enveloppe qui a refroidi plus rapidement. Si on regarde le pilot lava qui est en dessous et qu'on voit bien en dessous de ce cortex une zone bulleuse, et puis le cœur ici en basalte, et puis ainsi de suite, comme ça s'est accumulé. C'est magnifique, hein? Pour les spécialistes, ces coussins de lave sont les témoins uniques de la formation de la plaque Caraïbe au fond de l'océan. Ils sont le fruit d'un volcanisme intense au niveau de ce que l'on appelle un point chaud, une zone à la surface de la Terre où, sous la surface, une température particulièrement élevée règne en permanence. D'énormes quantités de magma remontent alors des profondeurs, s'accumulent sous la surface, puis se répandent sur le fond marin. La croûte océanique s'épaissit localement et finit par donner naissance à une nouvelle plaque tectonique. Nous voilà avec notre bathyscaphe à 150 millions d'années en arrière, en train de regarder le fond de la mer avec la lave qui arrive et les pilots qui se forment. Ce qui serait bien, c'est que tu nous dises l'âge de ces coussins de lave. Ce que l'on a pu dater, ce sont les radiolarites.
Les radiolarites que nous avons sous nos pieds, là, qui ici, sont là, oui. D'accord. contiennent des microfossiles qui nous donnent un âge. Il s'agit ici de la fin du Jurassique, il y a 145 à 150 millions d'années. Ces microfossiles sont caractéristiques de cette époque-là et nous sommes en présence des roches les plus anciennes de la région. Ce qui est quand même important à dire, c'est que fin du Jurassique, 145 à 150 millions d'années, l'océan Atlantique commence à peine de s'ouvrir et que là, quelque part, on est dans le Pacifique. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà une énigme. Et d'ailleurs, les géologues se sont posés pendant des dizaines d'années de multiples questions sur ces roches et sur leur origine. Et grâce à toutes les études successives, on sait maintenant effectivement que l'on a là, à Désirade, un témoin du début de la formation de la Caraïbe, on va dire, tectoniquement. Pendant longtemps, la date et surtout le lieu de la formation de la plaque Caraïbe sont restés un mystère pour les spécialistes. Mais les formations rocheuses de l'île de la Désirade ont apporté la preuve de son émergence au cœur de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres à l'ouest des deux Amériques. Par la suite, les plaques américaines continuent leur lente dérive vers l'ouest. Résultat, la plaque Caraïbe s'insère progressivement entre les deux géants. On a là vraiment un témoin rarissime de la formation de la plaque Caraïbe il y a 150 millions d'années du côté Pacifique. Cet ensemble de roches que nous avons sous les yeux là s'est formé du côté Pacifique et c'est au fur et à mesure que les deux Amériques sont parties vers l'ouest que la plaque Caraïbe a pu s'insinuer, on pourrait dire comme au forceps, entre ces deux blocs énormes au nord et au sud. Il y a environ 100 millions d'années, la jeune plaque Caraïbe acquiert ainsi sa position actuelle sous les tropiques, à la lisière des plaques atlantiques et pacifiques. Pour connaître la suite de l'histoire de cette région, François Michel continue d'arpenter les côtes de la Désirade, à la recherche de nouveaux indices. Bien ici, nous arrivons au niveau d'un autre affleurement. Alors on retrouve les basaltes que nous avons quittés à l'affleurement précédent, ces roches qui sont très anciennes, vieilles de 150 millions d'années, et qu'on retrouve d'ailleurs sous forme de galets, ces galets sombres, très vieux, qui contrastent totalement avec des galets beaucoup plus clairs, beaucoup plus récents, une autre histoire quasiment actuelle, et celle de ces derniers milliers ou centaines de milliers d'années que nous allons découvrir maintenant sur les terrasses qui nous dominent. Tout le littoral sud de l'île est orné d'une terrasse plus ou moins large, s'élevant à une vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. En observant les strates rocheuses qui surplombent la baie Mao, le chercheur peut alors reconstituer presque entièrement le passé géologique de la Désirade. Ici, au niveau de la baie Mao, nous découvrons un nouvel affleurement, donc avec le socle constitué de ces basaltes que nous avons déjà observés, les pilolavas, vieux de 150 millions d'années, et au-dessus une terrasse marine qui raconte une toute autre histoire. Ici on est à 150 millions d'années, ici on est à 120 000 ans, avec la mer qui remonte progressivement et qui va déposer, ça se voit très bien sur cet affleurement, eh bien un premier niveau de roches, principalement constitué de galets, de graviers, mais aussi d'accumulation de coquilles. On appelle ça un conglomérat. Et puis quand le niveau de la mer a monté, eh bien on voit s'installer au-dessus quelque chose qui a un aspect différent et qui est tout simplement un récif corallien, une barrière récifale. Donc ici, eh bien, on a à la fois les roches les plus anciennes des Caraïbes et sans doute les plus jeunes au niveau de l'histoire géologique. Eh bien, il s'est passé un laps de temps fantastique qui est le laps de temps de la naissance de la plaque Caraïbe. Au cours des derniers millions d'années,
la plaque Caraïbe a donc connu de nombreux bouleversements. Le niveau de la mer est monté, puis descendu, jusqu'à donner les paysages que l'on connaît aujourd'hui. Mais sur la façade est, les Caraïbes subissent un autre phénomène beaucoup plus violent, la rencontre avec l'océan Atlantique. Les deux plaques océaniques se percutent violemment, et la plaque atlantique, plus dense, plonge sous la plaque Caraïbe. Au point de contact, la roche se fissure de toutes parts. Du magma jaillit des profondeurs, et un arc d'îlots volcaniques se forme alors au-dessus des flots. Au cœur de l'archipel des Petites Antilles, le volcan de la Soufrière est le témoin le plus célèbre de cette collision, qui se poursuit encore aujourd'hui. Il est situé en Guadeloupe, à une dizaine de kilomètres de la ville de Basse-Terre. Sur les flancs du volcan se trouve l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe. Ici, les chercheurs sont aux premières loges pour surveiller l'activité du monstre à peine assoupi. Aujourd'hui, une équipe de volcanologues part justement en mission sur le terrain. La zone est difficile d'accès. Dominique Gibert, chercheur à l'Institut de physique du Globe de Paris, se fait donc élitreiller avec ses collègues. Ils ont emporté avec eux un appareil à la pointe de la technologie. Un scanner géologique qui permet de scruter les entrailles de la Soufrière. Regarde de ce côté, c'est bon. Donc là, on débâche un télescope à rayons cosmiques, c'est un prototype qui est formé donc de détecteurs de particules que l'on voit ici, qui sont les cadres jaunes, et qui mesure la quantité de particules cosmiques qui traversent le volcan. En faisant ce type de mesure, on peut déterminer la densité du dôme, puisque plus la roche est dense et plus elle arrêtera les particules. Donc on fait des radiographies du volcan avec ce télescope. Pendant des heures, toute la surface du volcan est passée au crible du scanner. Un spectre de couleurs se matérialise pour symboliser la densité de chaque type de roche. Les zones rouges correspondent aux régions les plus denses et les plus solides, les bleus aux parties les plus fragiles. L'intérêt de ces expériences et de ces radiographies, c'est qu'elles nous renseignent en fait sur la structure du volcan. Et quand il s'est formé, il était formé de lave assez jeune donc, et robuste. Et il a pris une certaine forme d'équilibre. Depuis sa formation, le volcan est parcouru par des fluides extrêmement acides qui proviennent du système hydrothermal et qui le rongent de l'intérieur. Et donc ce volcan maintenant est susceptible de s'effondrer parce qu'il a perdu beaucoup de sa cohésion mécanique. Ça peut être un effondrement d'un secteur uniquement ou de l'ensemble. Et les radiographies que nous faisons nous renseignent justement sur la taille et le nombre de zones altérées qui peuvent s'effondrer en cas de séisme. Sous les tropiques, la météo est capricieuse et le travail de terrain se révèle long et fastidieux. On jouait de la cartouche gros plomb. Les chercheurs doivent en effet déplacer régulièrement leur télescope pour scruter le ventre du volcan selon des axes différents. Maintenant qu'on a effectivement un grand ensemble de données, on va pouvoir les combiner pour essayer de faire un peu comme on le fait en médecine, une image tridimensionnelle, comme on fait avec un scanner, c'est-à-dire en combinant les différents angles de vue qu'on a pu faire avec ce télescope. Il est à cet endroit depuis environ 3 mois. Précédemment, il était au sud, puis à l'est du dôme. Donc on a 3 angles de vue différents qui permettent d'envisager une reconstruction tridimensionnelle de la structure interne. Les premiers résultats obtenus grâce à ce télescope révolutionnaire révèlent la grande fragilité de la Soufrière. Rongé de l'intérieur, le socle du volcan est susceptible de s'effondrer à la moindre secousse. Une catastrophe aux conséquences potentielles terribles pour les 12 000 habitants de Basse-Terre.
La Soufrière et les nombreux volcans de l'archipel antillais matérialisent la rencontre violente de la plaque Caraïbe avec l'océan Atlantique. Mais à 4000 km de là, un phénomène identique est en cours. Sur sa façade ouest, la plaque Caraïbe et la pointe sud du continent nord-américain sont en effet bousculées par un autre océan, le Pacifique. Ce dernier est peu à peu englouti dans les profondeurs. Et là encore, la rencontre des plaques entraîne l'apparition de nombreux volcans. Le dernier en date est d'ailleurs sorti de terre il y a moins d'un siècle, hier à l'échelle des temps géologiques. Nous sommes le 20 février 1943. Dioniso Pulido, un paysan mexicain, inspecte ses champs après une journée de travail. Il découvre alors une épaisse couche de cendres encore chaudes. Partout, des fumerolles brûlantes s'échappent du ventre de la terre. Après 4 jours de grondements incessants, un volcan de 60 mètres de haut est apparu. Il grandit à toute vitesse et projette des quantités astronomiques de lave et de cendres qui détruisent les villages alentours. Baptisé Paricutin, c'est l'un des rares volcans de la planète à avoir émergé sous les yeux de l'humanité. Il est venu s'ajouter à la longue ceinture volcanique qui s'étend sur toute la côte ouest du Mexique. Non loin de là, le Nevado de Toluca a émergé il y a plusieurs millions d'années. Avec ses 4690 mètres d'altitude, c'est le 4e plus haut sommet du pays. Aujourd'hui, ce volcan est éteint et il arbore à son sommet 2 vastes cratères remplis de lacs aux eaux cristallines. Ce décor grandiose est l'un des terrains d'action du géologue José Luis Arce de l'Université nationale autonome du Mexique. L'objectif du chercheur, mieux connaître l'histoire géologique de cette région qui abrite la plus grande concentration de volcans des Amériques. Ici, au Mexique, dans la partie centrale, le volcanisme est dû à la subduction d'une partie de la plaque pacifique sous la plaque nord-américaine. Et cette subduction produit un volcanisme important. À Nevado de Toluca, on le voit bien avec ce grand cratère qui fait 2 km de largeur et 1,5 km de longueur. Ce volcan appartient en fait à la ceinture de feu du Pacifique. La ceinture de feu dont parle José Luis Arce, c'est ce gigantesque anneau volcanique qui marque le pourtour de l'océan Pacifique, de l'Indonésie jusqu'au Canada et de l'Amérique du Nord jusqu'au sud du Chili. La ceinture de feu du Pacifique, c'est en fait la zone où se trouvent les limites de plaques. Et cela coïncide avec l'existence d'une grande quantité de volcans actifs tout autour du Pacifique. Ça correspond en général à des zones de subduction. Il y a des volcans actifs et aussi une forte sismicité. Tout cela est dû à l'interaction entre les plaques. Mais sur la côte ouest du Mexique, la subduction de la plaque océanique ne se fait pas de manière parfaitement linéaire. Son degré d'inclinaison varie, et les volcans ont donc poussé plus ou moins loin à l'intérieur des terres. Pour le Mexique, c'est très spécial, parce que la subduction n'est pas parallèle à la ceinture volcanique mexicaine. Elle est due à différents angles de subduction. Dans la partie occidentale du Mexique, la subduction est assez inclinée, alors qu'au centre du Mexique, elle est plane. Et c'est pour cela que les volcans sont plus éloignés de la zone de subduction. Dans la vallée de Mexico, un autre volcan, le Chitlé, a marqué l'histoire du pays de son empreinte fatale. Il y a près de 1300 ans, son éruption a totalement détruit la ville de Cuicuilco, une cité antique parmi les plus prospères d'Amérique du Sud.
José Luis Arce y retrouve Maria Sodoval González, l'archéologue responsable du site. Ensemble, les chercheurs arpentent les vestiges archéologiques à la recherche de traces des anciennes coulées de lave. Ici, nous avons des laves, des roches volcaniques. Les bulles nous indiquent qu'elles comportaient des gaz, du CO2 et de la vapeur d'eau principalement. Ces gaz s'échappent de la lave quand elle commence à avancer. Et les bulles sont déformées par l'écrasement. Ces laves sont celles qui ont recouvert la ville de Cuicuilco. Elle a été ensevelie approximativement en l'an 750 de notre ère par le volcan Chitle. Le volcan Chitle, il se trouve au sud de la ville de Mexico. Ici, on peut voir des structures qui sont des coulées de lave. Ces structures sont comme des rides qui se forment parce que la lave avance. Elle avance et va laisser des traits. C'est parce que ça refroidit? Oui, elle avance et refroidit en même temps. Et laisse ces marques qui nous donnent une idée de la direction de la coulée. Telle une Pompéi d'Amérique, la cité engloutie de Cuicuilco est aujourd'hui un site archéologique majeur. Un témoin précieux rappelant qu'ici, l'histoire géologique a autrefois rejoint celle des hommes. Mais en Amérique centrale, les éruptions volcaniques ne sont pas la seule menace qui pèse sur les habitants. Au point de convergence des plaques, les mouvements tectoniques provoquent régulièrement de puissants séismes sous-marins. Ces derniers peuvent alors entraîner l'apparition de vagues colossales, voire même de tsunamis. Selon les spécialistes, la région nord des Caraïbes serait particulièrement menacée. Au cours des 500 dernières années, plus de 50 tsunamis y ont déjà été enregistrés. À l'extrémité est de la zone, la région des Petites Antilles a été placée sous haute surveillance. Le poste avancé du dispositif de vigilance se trouve en Guadeloupe, à l'Observatoire volcanologique et sismologique. Aujourd'hui, son directeur Daniel Amorez accompagne l'ingénieur Sébastien de Roussy sur le terrain pour récolter les données enregistrées par un réseau de capteurs. Bon bah c'est bien, le bâtiment est sain, hein, on dirait qu'il n'a pas bougé depuis ces derniers temps là. Un des rôles de l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, c'est effectivement de participer à cette surveillance des tsunamis. Il y a une cause principale, c'est la sismicité qu'on observe au niveau de l'interface entre la plaque donc Caraïbe et la plaque nord-américaine, au niveau de la zone de subduction que l'on peut observer à une centaine de kilomètres d'ici. Vous avez vérifié l'alimentation là, ces derniers temps? Ouais, là ça acquiert, il voit des satellites, tout a l'air OK. Pour évaluer en temps réel les risques de tsunami, des marégraphes ont été déployés dans tout l'archipel. Ces instruments enregistrent en continu les moindres évolutions du niveau de la mer. Si on a un tsunami qui se déclenche dans la région, c'est tout le monde qui va être touché sur tout l'ensemble du bassin. Et les instruments que nous, on met en place ici, ce marégraphe-là, il va pouvoir constater une vague qui a déjà eu lieu ici, donc quelque part ici ce sera trop tard. Par contre, elle va servir pour la population des pays qui sont aux alentours et qui sont plus loin. Et en retour, les collègues de tout le bassin de la Caraïbe ont mis d'autres instruments chez eux qui servent pour nous. Donc vraiment, il faut voir ce système comme quelque chose de global. On ne peut pas faire un système d'alerte au tsunami seul dans son petit coin.
ça ne marcherait pas puisque les tsunamis traversent les océans, ils mettent du temps pour traverser les mers et les océans. Et c'est ce temps-là qui nous permettrait d'alerter les populations. Un tremblement de terre dans la partie nord de la plaque Caraïbe pourrait générer des vagues de plus de 12 mètres de haut et menacer la vie de 35 millions de personnes. Les forces tectoniques en action dans le nord des Caraïbes ont depuis toujours modelé le visage de la région. Il y a des millions d'années, des îles volcaniques sont sorties des flots. Et demain, elles seront peut-être englouties par un tsunami. Mais la collision entre la plaque Caraïbe et l'océan Atlantique entraîne aussi de lents mouvements verticaux dans les fonds marins. Ce phénomène est à l'origine de l'émergence ou de la submersion de certains fragments de la croûte terrestre. En Guadeloupe, l'île de Grande-Terre est justement le fruit de ces déplacements incessants. Ici, les strates rocheuses témoignent d'un passé mouvementé. L'île a en effet connu une succession d'épisodes marins puis terrestres pendant plusieurs millions d'années. Jean-Frédéric Lebrun et Jean-Lan Létissé sont géologues à l'Université des Antilles. Depuis plusieurs années, ils tentent de reconstituer l'histoire géologique complexe de Grande-Terre. Dans la commune de Sainte-Anne, ils explorent aujourd'hui une carrière. C'est ça qu'on appelle les calcaires blancs, en fait. Ça pète les yeux. Au cœur du massif calcaire, les scientifiques recherchent des indices bien particuliers. Des coraux fossilisés qui démontrent qu'autrefois, la mer recouvrait la région. Voilà, tiens là on en voit un aussi, un agaricea. En fait on a tous les coraux qu'on rencontre typiquement dans des récifs un peu profonds, dans des zones calmes, qui permet à cette boue calcaire de se déposer et de construire en fait toute cette formation. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les calcaires à agaricea. Cette carrière elle est assez exceptionnelle parce qu'il y a deux récifs qui se sont installés l'un sur l'autre. Alors donc en bas, il y a le calcaire à agaricea, et ça fait à peu près 40 mètres de haut, hein, quand même, ça. Et puis on voit une surface d'érosion qui descend, et puis qui ondule comme ça, parce qu'il y a des chenaux qui se sont creusés, et hop, jusque là-bas. C'est une surface d'érosion qui a enregistré donc une baisse du niveau marin. La mer est descendue, et l'érosion a entaillé la falaise. Le niveau de la mer est donc descendu. Puis au gré des variations du niveau marin, la mer remonte doucement, en entraînant du sable avec elle. Ce sable se dépose sur le récif de corail, jusqu'à le recouvrir totalement. Donc on voit, ça remonte, la mer remonte, les plages avancent, elles reviennent jusque là-haut. Et puis, au sommet, on voit apparaître de nouveau un deuxième récif, qui est le récif à Acropora, qui a cet aspect un peu grumeleux là qu'on voit vu d'ici. Donc ça, c'est le deuxième récif qui s'est mis sur le dessus. Donc ça, c'est la stabilisation du haut niveau marin. Après ce second épisode d'immersion, Grande-Terre a connu un ultime sursaut sous l'effet des mouvements de subduction. Il y a environ 400 000 ans, elle a refait surface pour devenir l'île que l'on connaît aujourd'hui. Au fil du temps, Jean-Frédéric Lebrun et ses collègues améliorent peu à peu leur compréhension de l'histoire des Antilles. Mais ici, les phénomènes tectoniques en jeu sont complexes. Dans leur laboratoire, la carte de la région révèle un enchevêtrement de failles à la frontière des plaques. Ça, c'est une carte bathymétrique et topographique. C'est-à-dire ça montre en fait les reliefs de la région. Alors, la Guadeloupe et la Soufrière, c'est ici. Et ça, c'est les îles volcaniques de l'Arc, avec la Dominique ici, les Saintes et donc la Basse-Terre. Et donc, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit très bien toutes les structures, c'est-à-dire les failles. Ces failles, elles sont liées à une ouverture vers le nord. Hein, la partie avant-arc, ici, est entraînée vers le nord en raison de la subduction qui se fait obliquement dans cette région-là. Et donc, ça a découpé toutes ces failles-là. On voit ici, par exemple, la faille de Morne-Piton, barre de l'île, qu'on voit très bien dans l'île de Marie-Galante. Ça fait une belle marche d'escalier et qui va de là à là. Donc, elle fait à peu près 60 km de long. Et ce compartiment est descendu, celui-ci est monté.
À quelques kilomètres au sud de Grande-Terre, l'île de Marie-Galante est ainsi coupée en deux par une gigantesque faille qui s'élargit doucement au fil des siècles. Elles sont en fait plusieurs dizaines à déchirer la terre tout autour de la Guadeloupe. Un peu plus au nord, l'archipel des Grandes Antilles est soumis aux mêmes tensions tectoniques. Et ici, le face-à-face des plaques caraïbes et nord-américaines a des conséquences encore plus spectaculaires. Au lieu de plonger l'une sous l'autre par un phénomène de subduction, les deux plaques coulissent et au milieu, une autre faille gigantesque est apparue. Haïti et sa capitale Port-au-Prince se trouvent en plein cœur de cette zone de décrochement. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a dévasté le pays et fait plus de 230 000 victimes. Aujourd'hui encore, Haïti continue de panser ses blessures. Port-au-Prince se relève doucement, mais les stigmates de la catastrophe demeurent parfaitement visibles. Ce tremblement de terre ravageur a servi d'électrochoc pour la communauté internationale. Désormais, on veut pouvoir prédire le plus tôt possible la survenue d'un nouveau séisme. Un vaste programme de surveillance a donc été mis en place. Steve Simit, chercheur à l'université de Purdue aux États-Unis, est l'un des acteurs de ce projet. Depuis plusieurs mois, il parcourt Haïti avec son équipe pour installer des capteurs GPS. Les appareils permettent d'observer mois après mois les moindres déplacements du sol. Ces données permettent ensuite de cartographier avec précision les zones de déformation et de déterminer la vitesse de déplacement des plaques. Pour ces appareils-là, on les installe et puis on les laisse au moins 4 jours, 3 ou 4 jours. Ensuite, on les enlève et on revient. Et dans les 3 mois, 4 mois, on revient comme ça à période régulière pour prendre les mesures, pour s'assurer qu'on a une série temporelle qui est représentable, quoi. Grâce à ces mesures-là, eh bien, on peut faire des calculs pour voir comment on varie l'état de contrainte dans la croûte et ceci nous permet d'expliquer les répliques qu'on observe après le tremblement de terre. Et peut-être, on peut aussi expliquer d'autres séismes à venir. Les premières mesures effectuées mettent en évidence des déformations de l'ordre de 2 cm par an. Ce coulissage entre les plaques tectoniques soumet la région à des forces colossales qui s'accumulent au fil du temps. Cette énergie est ensuite relâchée épisodiquement lorsqu'une portion de la faille se rompt. C'est à ce moment-là que les séismes surviennent. Pour affiner encore la connaissance des mouvements qui animent la zone, une autre équipe a été déployée sur le terrain. Dirigée par Bernard Mercier de l'Épinay du CNRS de Sophia Antipolis, elle est chargée d'installer une série de sismographes sur des sites stratégiques. On est à côté de cette antenne parce que nous y avons installé une station sismologique pour enregistrer les ondes sismiques. Et cette antenne est l'une qui sera équipée dans un réseau de 23 stations que nous mettons dans tout le pays. On utilise les ondes sismiques qui sont des ondes comme la lumière, et sont aussi des ondes, nous permettent d'imager, d'éclairer ce milieu rocheux et de voir où sont les grandes fractures qui traversent ce milieu rocheux. Les sismographes mesurent en temps réel l'amplitude et la direction des secousses du sol, même les plus infimes. En analysant ces données,
Les chercheurs peuvent alors modéliser en détail chaque petite faille déchirant la région à la jonction des plaques. Là où nous nous trouvons actuellement, on est pratiquement parallèle au sens de déplacement des plaques, pas complètement parallèle. Mais donc on est sur une limite qu'on peut qualifier de décrochante, c'est-à-dire que une plaque voudrait passer en dessous d'une autre, et ça pose beaucoup de problèmes de déformation. Vous imaginez bien que deux plaques qui sont l'une en face de l'autre, et il y en a une qui passe dessous l'autre, ça crée beaucoup de déformations à la surface. Nul doute qu'ici, de nouveaux séismes viendront faire trembler le sol. Mais désormais, les scientifiques espèrent les voir venir et pouvoir alerter les populations. En attendant, les forces tectoniques continuent doucement de modeler le paysage d'Haïti. Le coulissement des plaques a déchiré les roches en profondeur, transformant le sous-sol en véritable gruyère. Partout, des rivières souterraines et des grottes somptueuses se sont formées. Dans la commune de Pestel, les grottes de Belloni font partie des plus célèbres. Emmanuel Soyelik est le guide responsable des lieux. Il parcourt les grottes depuis des années pour en faire découvrir les merveilles aux visiteurs. Inondées à plusieurs reprises, elles sont ornées d'innombrables stalactites et stalagmites aux dimensions impressionnantes. Il y a frottement de la plaque tectonique nord-américaine et de la plaque caribéenne. L'eau est arrivée et a recouvert la montagne. L'espace vide s'est créé en dessous. Puis l'eau, en s'évacuant, a créé des stalagmites et des stalactites. Et en même temps, ces concrétions que l'on voit, c'est l'eau qui les a créées. Emmanuel connaît les lieux par cœur. Déjà lorsqu'il était enfant, il aimait se perdre dans les dédales de roches, malgré les nombreuses superstitions qui les entouraient. Quand j'étais petit, je venais ici quand les gens faisaient des cérémonies vaudou. Moi, j'habitais à Pestel, et je pensais que les grottes de Belloni, c'était un trou du diable. Qu'elles soient sous terre ou dans les profondeurs de la mer, les nombreuses cavités qui ponctuent la plaque Caraïbe font partie des innombrables richesses de la région. Pour les connaisseurs, le somptueux Blue Hole, au large de Belize, est par exemple devenu un spot incontournable de plongée sous-marine. Depuis des centaines de milliers d'années, l'Amérique centrale n'en finit pas d'être redessinée au gré des mouvements de la croûte terrestre. Sur sa façade est, les volcans et les séismes font partie intégrante de l'histoire des Antilles. À l'ouest, un autre type d'événement a transformé en profondeur le visage de toute la région. Il y a 3 millions d'années, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se sont rapprochés au point de se toucher. Les deux continents se sont alors réunis et un nouveau territoire est né, l'isthme de Panama. Selon les experts, celui-ci se serait en fait formé en plusieurs étapes successives. Tout commence il y a environ 15 millions d'années. Tandis que la plaque Pacifique plonge sous la plaque Caraïbe, un chapelet d'îles volcaniques apparaît. Au même moment, les mouvements tectoniques poussent certaines parties du fond marin vers la surface. D'autres fragments de terre émergent alors des flots. Puis les sédiments s'accumulent au fil des millénaires et remplissent peu à peu les espaces libres. Finalement, l'isthme se referme totalement il y a seulement 3 millions d'années. Mais au début du XXe siècle,
des hommes ont décidé de s'opposer aux forces tectoniques. Ils ont creusé un gigantesque canal pour relier, comme autrefois, l'océan Atlantique et le Pacifique. Cet ouvrage colossal est l'un des projets les plus difficiles jamais entrepris. Mais son impact sur le commerce maritime est aujourd'hui encore considérable. Depuis plusieurs mois, de nouveaux travaux sont en cours. L'objectif, élargir le canal pour le rendre accessible à de plus gros navires. Ce chantier représente une véritable aubaine pour une équipe de chercheurs. Andrés Cárdenas est paléontologue à l'Université de Los Andes, en Colombie. Avec ses collègues, il se rend régulièrement sur le terrain pour examiner les roches excavées par les pelleteuses. L'extension du canal de Panama nous a donné l'opportunité d'examiner ce qui se trouve à cet endroit, parce que les travaux mettent au jour de nouvelles roches et de nouveaux fossiles. Nous avons trouvé plusieurs types de mammifères dans la région. Certains animaux, comme les marsupiaux, l'opossum ou le tatou, sont d'origine sud-américaine. Aujourd'hui, si vous allez au Texas, vous y trouverez des marsupiaux et des tatous. L'inverse est aussi vrai. En Amérique du Sud, on trouve des mammifères d'origine nord-américaine, comme le jaguar par exemple. Les mammifères que nous avons trouvés ici sont d'origine nord-américaine, ce qui veut dire qu'il y avait un passage entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Lorsque les deux Amériques se sont réunies, la faune a amorcé une grande migration à travers le pont de terre nouvellement apparu. Après avoir évolué séparément pendant des millions d'années, les espèces du Nord et du Sud se sont mélangées et ont colonisé de nouveaux territoires. Cet événement, baptisé le Grand Échange interaméricain, a eu un impact considérable sur la biodiversité des deux continents. Pour Andrés Cárdenas, chaque nouveau fossile mis au jour constitue donc un précieux indice. Dans la formation de l'isthme, on trouve des fossiles marins, notamment des bivalves et des huîtres. Leur présence indique que cet endroit a été submergé à un moment donné, puis s'est retrouvé au-dessus du niveau de la mer. Ce mélange de fossiles d'animaux terrestres et marins permet de mieux comprendre les étapes de la formation de l'isthme de Panama. Cela a été un événement historique majeur. Non seulement il a changé la répartition de la faune de l'Amérique du Sud et du Nord, mais il a également modifié le système de circulation atmosphérique. Et il a peut-être aussi changé le système climatique de la Terre. Minuscule bandeau de terre coincé entre deux continents, l'isthme d'Amérique centrale a contribué à changer l'équilibre de toute la planète. Ce destin remarquable rejoint celui de l'ensemble de la plaque Caraïbe. Né au cœur des océans, façonné par les séismes et les volcans, sa construction a pris à peine plus de 100 millions d'années. Une goutte d'eau à l'échelle géologique de la Terre, mais qui a donné naissance à des paysages d'une beauté exceptionnelle. Aujourd'hui,
l'histoire de la région est encore loin d'être terminée. À l'est, la confrontation avec l'océan Atlantique va faire apparaître de nouvelles îles. Dans quelques millions d'années, celles-ci pourraient même se lier les unes aux autres, jusqu'à former un nouveau pont terrestre entre les deux Amériques.